Bonsoir, c'est donc En panne de sang sur Radio Libertaire 89.4. On a une petite panne de micro. C'est l'enfer, la panique à la régie. On va déjà introduire notre sujet du jour qui participe ce soir. Donc il y a Yann. Salut Yann. Salut Luc. Il y a Sébastien à la régie qui est en panique. Oui, mais je devrais survivre. Bonsoir tout le monde. Et il y a Camille qui n'est pas derrière le micro. Où est-elle ? En régie. En régie aussi. Très bien. Alors, aujourd'hui, de quoi va-t-on parler ? On va parler de surveillance. Et voilà, donc ça nous semblait un sujet important. La surveillance, c'est un sujet très large. Donc aujourd'hui, on va parler de surveillance étatique pour ne pas se perdre sur un sujet trop vaste. C'est déjà très très vaste comme sujet. Donc le constat, c'est que l'humanité n'a jamais été autant surveillée qu'aujourd'hui. Enfin, voilà, de l'histoire de l'humanité. Et voilà, il y a une invention d'Orwell, le télécran, donc dans 1984, qui est cette télé qu'on regarde et qui nous regarde également. Aujourd'hui, c'est de la gnognotte, c'est de la rigolade par rapport à ce qu'un téléphone portable est capable de faire. Oh, donc ce truc qui était censé nous faire peur, aujourd'hui est totalement suranné. Il y a cette citation apocryphe de ce que j'ai découvert de Richelieu que je trouve éclairante, c'est qu'on me donne 6 lignes écrites de la main du plus honnête homme, j'y trouverai de quoi le faire pendre. Je parle extrêmement mal, c'est un drame. Mais pour moi, c'est important parce que ça montre que cette surveillance, souvent on dit si on n'a rien à se reprocher, il n'y a pas de problème à être surveillé. Mais en fait, tout le monde est coupable de quelque chose et on va en parler. C'est un sujet sur lequel effectivement on sera amené à revenir. Dans l'actualité, Yann, tu voulais dire ? Non, je disais juste que le problème principal, c'est que même si on n'a rien à se reprocher à un instant T, on ne sait jamais ce qui se passera après. Tout à fait. Dans l'actualité, pour illustrer les enjeux, il y a ce qu'on appelle l'affaire du 8 décembre, qui est actuellement jugée en appel. Donc c'est initialement 7 personnes, il y en a 6 qui ont fait appel, donc dans le mouvement d'extrême gauche, qui sont poursuivis pour association de malfaiteurs terroristes. Et on leur reproche non pas d'avoir planifié un attentat, ou en tout cas on leur reproche d'être des terroristes, mais on leur reproche par association de différents facteurs incriminants, dont ce qu'on appelle des faisceaux de présomption et ce genre de trucs. Dont un certain nombre ont été recueillis par la surveillance et notamment des écoutes. Donc des écoutes de conversations privées. Donc qui n'a pas dit un tel je vais le tuer, je déteste ceci, cela, la colère, l'exagération, ce genre de choses. Alors peut-être que ces gens à terme auraient fait un attentat, on ne peut pas savoir, qu'on trouve ça légitime ou pas. Mais le fait est qu'on ne leur reproche pas des actes, on leur reproche finalement leur intention, au travers d'un certain nombre d'éléments convergents, considérés comme tels. Des intentions avérées ou des intentions supposées ? Supposées. Voilà. C'est-à-dire que l'un d'entre eux était parti à l'étranger pour combattre Daesh, donc a pris les armes. Ils avaient fait des explosifs, bricoler, bricoler des explosifs à titre récréatif. Donc effectivement, on peut trouver ça très louche. Ils faisaient de l'airsoft, donc c'est répliques d'armes qui tirent des petites billes de plastique et où les gens se courent après pour et surtout, dans leurs conversations privées, les articles de presse qui en parlent disent que le gros de l'accusation repose sur leurs échanges et leur critique du système. Un autre cas qu'il y a dans la presse, qui fait moins de bruit, mais que j'ai trouvé assez symptomatique, c'est Camille. Alors, c'est pas notre Camille à nous, c'est une autre Camille. Quand il y en a une, ça va. C'est quand il y en a plusieurs que ça pose des problèmes. Donc Camille, c'est pas son vrai prénom, est une militante écolo qui fait donc beaucoup de manifs. Donc à 69, Méga-Bassine, tous ces trucs-là. Cette femme n'a jamais été mise en garde à vue, ni interpellée, ni condamnée. En revanche, elle travaille dans le milieu culturel. Elle avait pour habitude de bosser notamment sur le Festival de Cannes. Et en 2025, la sous-préfecture a refusé son embauche après un criblage automatisé qui découle d'une loi antiterroriste. Donc, ne pas être d'accord, manifester, avoir des opinions politiques, fait perdre du boulot à cette personne.
Voilà, donc c'est un peu ce contexte-là. On reparlera sans doute dans d'autres émissions de surveillance parce que c'est un sujet essentiel et très très large. Voilà, donc c'est un peu notre sujet. On va parler des actus qui nous ont marqué. Ouais, Yann, toi, qu'est-ce que tu avais Alors, il y en a pas mal. Ouais. Celle dont je vais parler, elle est en relation indirecte avec le sujet. Elle fait suite aussi à l'émission qu'on avait faite sur l'IA, qui est que Microsoft a commencé à annuler en fait, la plupart de ses licences directes de Cloud Code. Donc, c'est pas la seule entreprise qui réduit son utilisation interne de l'IA. En avril, il y avait aussi Uber qui avait déclaré que finalement, il avait déjà épuisé son budget 2026 pour l'IA et qu'il n'allait pas en mettre plus. Ce qui a le mérite d'être radical. Donc voilà. Mais dans le cas de Microsoft, c'est quand même intéressant parce que c'est quand même une boîte qui avait passé énormément de billes là-dedans. Un peu tard, mais qui l'avait fait. Ils s'y sont mis assez tôt, mais ils ont un peu échoué. Mais c'est un peu la marque de fabrique de cette entreprise. Voilà. Et donc voilà, ceci aussi suite à des déclarations prédictives de gens de Goldman Sachs, ce genre de trucs. Donc on peut accorder le crédit qu'on veut à ce genre de choses. Et toi, Sébastien, qu'est-ce que tu avais ? Alors moi, ce qui m'a marqué dans l'actualité, en tant que caution cinéphile de l'émission, c'est la pétition Zappé Bolloré, qui s'en prend à la mainmise sur le cinéma par l'intermédiaire du groupe Canal+, principal financeur de l'industrie cinématographique française. Et donc, en fait, ils s'en prennent à la politique du milliardaire turbo-réactionnaire Vincent Bolloré. Il y a plus de 4000 professionnels du cinéma qui ont signé cette pétition. Ils ont été récemment rejoints par des stars et des figures internationales comme Javier Bardem, Ken Loach ou Mark Ruffalo. Et ça a même failli perturber le cérémoniel cannois et l'agenda médiatique. Ouais, je sais, hein, c'est vraiment gâché. C'est pas bien, ça. C'est pas bien. Du coup, les petits fours, c'est beaucoup moins bon quand il y a cette histoire de fascisme au milieu. Et cette pétition, elle rejoint d'autres tribunes qui ont été signées récemment par des professionnels du théâtre et en avril dernier par les écrivains qui ont quitté la maison d'édition Grasset, qui est également propriété de Bolloré. Alors, moi, je voulais juste parler de ça parce que je trouve qu'on a beau jeu, y compris à gauche, de se moquer un petit peu de ces signataires, à les assimiler à des petits bourgeois qui découvriraient un petit peu tard que celui qui a le pouvoir dans l'entreprise, c'est pas celui qui produit, mais c'est le propriétaire de moyens de production. Hein. Et d'ailleurs, il y a des gens qui s'en sont pas privés, y compris dans notre camp politique, quand on a vu que c'était... Alors, je rappelle que tout le monde n'est pas nécessairement de gauche. Oui. Certes. Oui. Alors, dans le bon camp politique, moi. Voilà. Disons que dans le camp politique de ceux pour qui Bernard-Henri Lévy et Caroline Fourest ne sont pas des alliés. Voilà. Mais il y a 4 raisons, je sais que je vais prendre un petit peu de temps, mais j'aimerais bien en parler, parce qu'il y a vraiment 4 raisons pour lesquelles je pense qu'il ne faut pas se moquer des signataires, il faut prendre ça très au sérieux. Ça vaudrait presque le coup de faire une émission sur le contrôle des médias, en fait. Oui, clairement. Tant qu'on existe encore, qu'on n'a pas été racheté. Alors, première raison, c'est parce que l'angle de se moquer des signataires, c'est l'angle que Bolloré lui-même a choisi, hein, en traitant dans le JDD les signataires d'une petite caste qui se croit au-dessus de tout et de tous. Le deuxième, c'est parce que, en gros, au milieu de ces célébrités, des gens bien en vue, dont on reconnaît les noms, il y a beaucoup de techniciens, techniciennes, artistes, auteurs, autrices qui n'ont pas beaucoup de visibilité et qui, eux et elles, ont beaucoup à perdre de signer. C'est un vrai acte de courage, mine de rien, parce que, mine de rien... voilà, et la preuve, il y a une liste noire qui est en train de se monter, donc il y a des chances pour que c'est vraiment une répercussion sur la manière dont ils vont pouvoir remplir le frigo. Ensuite, parce que Bolloré, effectivement, on l'a dit, le contrôle des médias, c'est sa grand truc, et c'est son grand truc actuellement. Il est en train d'acquérir un monde, tout un pan des médias qui est assez... du jamais vu en fait dans le monde culturel français, c'est-à-dire que globalement il maîtrise tout de A jusqu'à Z et il est en train de racheter les cinémas UGC, donc il va en gros avoir la main sur tout le cinéma français dans pas longtemps. Et enfin et surtout, parce que c'est dans ces professions culturelles où on a la possibilité, plus que dans d'autres milieux, d'ouvrir sa gueule, parce que le patron, on l'a pas directement en face de soi, et parce qu'on a les micros qui sont tendus vers soi, qu'on peut faire émerger des sujets de société. Et on se souvient de MeToo, par exemple, qui, mine de rien, oui, c'est parti de quelques stars hollywoodiennes, mais mine de rien, c'est un mouvement qui a changé concrètement et durablement la société et même le quotidien de nombreuses femmes anonymes. Donc, pour toutes ces raisons-là, moi, je co-signe toutes ces pétitions et toutes les prochaines.
Très bien. Pour ma part, je vais faire bref. Je vais parler d'IA également. Je suis tombé sur un article qui dit qu'aux États-Unis, 48% des chrétiens américains utilisent des IA comme conseillers spirituels. Voilà, donc c'est un chiffre énorme et ça va rejoindre ce que je dirais un peu plus tard. On va mettre les prêtres au chômage. Oui. Voilà. Ah, c'est rigolo. Très bien. Qu'est-ce qu'on fait ? Tu as mis un morceau de musique pour le démarrage, donc on part directement sur la... Ah non, on peut continuer. Si Yann, je crois que c'est toi qui as choisi le morceau qui va être diffusé. Est-ce que tu peux nous le présenter ? Ouais, c'est Bob Vylan avec un V, justement, voilà, qui est londonien, actif depuis à peu près 10 ans, et qui fait des trucs vachement bien, voilà, je vous laisse juger, et qui est assez grande gueule. Voilà, il est connu notamment pour avoir insulté abondamment Charlie Kirk après sa mort et ce genre de choses. Et il fait partie des gens très nombreux qui sont qualifiés d'antisémites parce qu'ils ne sont pas d'accord avec certaines des choses qui se passent actuellement. Voilà. On ne voit pas de quoi tu parles. Vous êtes sur Radio Libertaire 89.4 FM et vous écoutez l'émission En panne de sens. Oui, donc Yann, tu vas nous faire nous parler de surveillance. Voilà, on t'écoute. Oui, mais avant, il me semble que tu n'as pas cité le nom du morceau. Ah oui. C'est Phone Tap, qui est un morceau de 2022. C'est mis sur écoute, quoi. Voilà, exactement. Parce que, tant qu'à faire. Donc oui, moi je vais rebondir un peu sur... je m'inscris dans la continuité de ce qu'on avait déjà dit la dernière fois. On avait parlé de l'exploitation politique de la violence, en fait. La modernité, en fait, a donné à ça une forme un peu particulière, qui est la production d'un besoin permanent de sécurité. Et il se trouve que c'est justement, historiquement, ça qui est utilisé, majoritairement, en tout cas, pour justifier la surveillance permanente. Pas que ça, mais c'est un facteur important. Et une des particularités, un truc qui m'a marqué, c'est que les États utilisent la violence, la peur, etc., mais ils transforment aussi progressivement cette peur en consentement. Et en fait, la société de surveillance en quelque chose qui, aux yeux de pas mal de gens, est souhaitable, en fait. Ce qui est, pour moi, un peu problématique. C'est une chose que j'ai souvent entendue. Et dans une certaine mesure, ça peut se défendre. Ouais. Mais du coup, elle n'est pas seulement imposée, elle peut être désirée, en fait. Et moi, c'est un truc qui m'a pas mal perturbé. Et du coup, j'ai voulu aborder les choses un peu sous cet angle-là. Donc, tu vas certainement... Le truc, c'est que tout ce qui touche à la surveillance par l'État, etc., il y a 2 énormes tartes à la crème sur le sujet qui sont Orwell et Foucault. Oui. Qui sont incontournables. Donc on va les mentionner, c'est inévitable, mais je pense que on va partir du principe que c'est quand même quelque chose qui est relativement connu, et sinon j'invite les gens à les relire volontiers. Ah oui, facile d'accès, ça. Ouais. Mais un des principes centraux, tu me diras si je déconne, mais chez Foucault, dans le concept en fait du panopticon qui permet justement la surveillance des détenus, etc., c'est qu'en fait, à partir du moment où on peut être regardé en permanence sans savoir si on est regardé ou pas, en fait, ça montre un pouvoir qui fonctionne en gros moins par répression qu'une espèce de surveillance intériorisée en fait par ceux qui sont surveillés. C'est l'idée. Ouais. C'est l'idée. Et moi, c'est ce que j'avais retenu. Mais il décrit aussi une mutation qui est assez importante historiquement, qui est qu'avant on avait une espèce de justice entre guillemets spectaculaire avec des exécutions publiques, des tortures, etc. Et on est passé à un truc beaucoup plus, je dirais, optimisé, sécurisé, bureaucratisé, etc., et plus discret aussi. Oui, il avait cette idée que l'exécution ou les supplices, c'était la démonstration de force du souverain contre quelqu'un qui avait fait du mal à la société, et qu'on est arrivé vers une logique de rééquilibrage, de punition, mais complètement dépassionnée, et qui est devenue de moins en moins visible. Ouais. Et en fait, Deleuze, il a prolongé Foucault sur certains aspects que je trouvais assez intéressants, notamment dans son post-scriptum sur les sociétés de contrôle, un texte particulier, qui explique en gros qu'on est passé des institutions fermées, type prison, école, usine, etc., à un contrôle continu et fluide, en fait, via justement les réseaux numériques. Ça, c'est un truc qu'il a pu lui-même observer à la fin de sa carrière, même si il était plutôt jeune, etc. Et il en a parlé, avec un contrôle qui devient mobile, qui est surtout invisible et permanent, en fait.
Et ça, c'est le gros changement par rapport au dispositif. Et effectivement, il a dû dire ça dans les années 80, parce que je crois qu'il est mort en 83. 90, non, 90, je crois. Je sais plus. Faudra que je retrouve. Mais bon. Pour moi, il est mort au début des années 80. Il a attrapé le sida. Voilà. Mais c'était le début de l'informatique grand public, donc c'était effectivement assez visionnaire, et aujourd'hui, on est en plein dedans. On est en plein dedans, parce qu'effectivement, aujourd'hui, en fait, on a une grande partie de la surveillance qui passe par des entreprises technologiques, en fait, même si c'est de la surveillance d'État et des sous-traités, en fait, qui implique notre participation volontaire. Et c'est ça qui est très particulier. Si on prend tout ce qui est smartphone, réseaux sociaux, géolocalisation, assistants vocaux, objets connectés, machin, et les recommandations des algos, etc., on est totalement là-dedans et on le fait volontairement. C'est nous qui alimentons finalement la machine à renseignement. Et du coup, ça s'inscrit en fait ça s'inscrit complètement dans la vie quotidienne. C'est intégré, c'est un truc qu'on fait, on n'y pense même pas, et voilà, c'est bien. Et qui justifie tout ce qui est vidéosurveillance, reconnaissance faciale, traçage numérique, conservation des données, etc. Enfin, toutes les dérives qui vont avec. Et pour la vidéosurveillance, moi je me souviens d'un truc, je sais qu'on en avait parlé il n'y a pas longtemps. Quand on était gamin, il n'y avait juste pas de vidéosurveillance dans l'espace public, puis ça a apparu timidement, et les gens gueulaient au début. Ils étaient mais qu'est-ce que c'est que ça ? Je veux pas ça chez moi, machin, si ça. Maintenant, il y a juste peut-être 100 fois plus de caméras partout, et tout le monde s'en fout, plus personne ne dit rien. Tout le monde porte un mouchoir sur lui. Ouais, c'est totalement normalisé en fait. Donc par la suite, en fait, il y a un sociologue, David Garland, je ne sais pas si tu connais. Non. Qui est un sociologue écossais et criminologue aussi, qui a écrit pas mal de choses. Lui, sa spécialité, c'est vraiment la culture du contrôle. C'est d'ailleurs le titre d'un de ses bouquins. Et il y en a plusieurs qui sont super intéressants. Et en fait, lui, pour lui, en fait, c'est cette insécurité permanente, donc la culture du contrôle qu'elle provoque, ça permet totalement de normaliser des choses depuis les années 70. Donc l'extension des dispositifs policiers, vidéosurveillance, fichage, politique pénale plus dure, etc., etc. Et le point important pour lui, c'est que c'est une transformation qui repose effectivement pas seulement sur l'autoritarisme étatique, mais comme on l'a dit, et lui il a surtout creusé ce sujet, qui répond à une demande sociale réelle en fait, qui est créée, qui est entretenue, ça c'est vrai, il y a un objectif, mais qui est bien réel. Il y a des citoyens qui réclament de la sécurité dans des sociétés perçues comme instables, fragmentées, comme précaires. Mais en gros, la peur devient une ressource politique pour que les gens se laissent volontiers espionner pour leur propre bien, d'après ce qu'on leur sert comme discours, on va dire. Et l'exemple le plus étudié, c'est celui du 11 septembre, évidemment, 2001. Et surtout le Patriot Act qui a été voté un mois et demi après, si je me souviens bien. 26 octobre 2001, oui, donc c'est ça. Qui avait pour but de fournir les outils appropriés pour déceler et contrer le terrorisme. Ce qui veut tout dire et rien dire, c'est très flou. Mais en fait, je trouve que c'est vraiment le truc qui a le mieux incarné, qui a vraiment créé un tournant en fait, dans l'imaginaire moderne finalement, la sécurité, c'est souhaitable, l'espionnage institutionnalisé, c'est souhaitable, c'est mieux que rien. Le terrorisme, en fait, c'est quand même une notion super pratique, parce que tu mets ce que tu veux derrière. Les résistants étaient des terroristes, du point de vue du pouvoir légitime français. Aujourd'hui, Trump dit que les antifascistes sont des terroristes. C'est tout ce que tu veux mettre dedans. Mais du coup, ça permet d'introduire des dispositifs d'exception, en fait. Et l'exception qui devient permanente, c'est ça qui est intéressant. Comme Vigipirate. C'était... et du coup, tu as une population qui s'habitue petit à petit au contrôle, comme je disais pour les caméras. C'était pareil le Vigipirate, quand on a commencé à voir des militaires, tout le monde était choqué. Des militaires patrouillés armés, etc. Donc il y a une habitude du contrôle qui est très forte et très problématique, évidemment. Et on retrouve aussi ça chez Giorgio Agamben, qui est un philosophe italien, sur l'état d'exception en particulier. Et lui, il a dit que les démocraties contemporaines, en fait, elles gouvernent de plus en plus par des mesures d'urgence qui deviennent la norme. Et c'est vraiment, effectivement, c'est un truc qu'on a pu constater sur les points qui ont été mentionnés, notamment. Et ça fait qu'effectivement, tous ces éléments font que la surveillance, en fait, elle devient désirable parce qu'elle se présente comme un confort, déjà, une utilité, quelque chose de bien, de personnalisable, etc., et une sécurité.
Ouais, il y a un truc qui m'avait marqué, je sais pas si tu as prévu de parler des attentats du Bataclan, etc. Non. Mais pour moi, un truc qui m'a marqué, c'est que, je sais pas si tu te souviens, mais à la suite des attentats, en gros, la police a défoncé les portes de tous les fichiers S du fichier. Oui, exact. Ouais. Pour ne rien trouver. Donc ça veut dire que, en termes d'efficacité, si tu te mets du point de vue du pouvoir, ils ont un fichier avec tous les mecs louches, ils défoncent toutes les portes, ils fouillent tous les apparts, toutes les maisons, et ils trouvent rien. Donc, ça veut dire que leur fichier, leur fichier vaut rien, quoi. Donc, même dans leur objectif de choper des terroristes, c'est nul. Enfin, et donc, voilà, indépendamment de ce truc-là, voilà. Tu souhaiterais qu'il soit beaucoup plus précis et que du coup, on ait trouvé plein de choses. Moi, je suis pas contre le fait qu'on chope des terroristes, tu vois. Enfin, je veux dire, des vrais terroristes qui tuent des gens et qui vont tirer dans le tas, etc. Mais c'est là où on voit toutes les limites et toute l'hypocrisie du système. Ouais. Moi, je vais continuer avec une sociologue qui est vachement intéressante, que je connaissais pas avant de faire mes recherches, en fait, qui s'appelle Shoshana Zuboff, qui est une psychologue et philosophe états-unienne, et qui a introduit la notion de ce qu'elle appelle le capitalisme de la surveillance, qui font en fait des comportements humains, en gros, la matière première d'une économie prédictive. Bon, c'est aussi bête que ça. Enfin, c'est aussi bête. C'est pas bête, mais... Et en fait, le problème, c'est plus seulement l'État, mais l'alliance, en fait, entre les données, les marchés, les prédictions, en fait. C'est l'ensemble de ces trucs-là. Et à travers, justement, des plateformes qui cherchent à la fois à capter l'attention, prévoir des comportements, influencer les choix. Mais capter l'attention, c'est important. Mais aussi un modèle économique où le citoyen est consommateur, produit et source de données à la fois. Et elle a beaucoup travaillé là-dessus. Je trouve que c'est une des visions modernes les plus intéressantes du sujet actuellement. Et en fait, contrairement aux anciennes formes de contrôle, c'est une surveillance qui produit souvent du plaisir. C'est ça qui n'a pas été tellement mentionné par les autres, parce que tu as de la visibilité sociale, tu as de la gratification immédiate, un sentiment d'appartenance, la simplification, etc. C'est vraiment quelque chose qui est très fort. Et en fait, la logique, c'est plus accepter d'être surveillé, c'est souhaiter être surveillé pour être reconnu, en fait, pour faire partie de quelque chose, pour être visible, pour être efficace. Et c'est probablement la plus grande réussite, je dirais, de la société de surveillance moderne, c'est d'avoir transformé la contrainte en participation volontaire. Et je vais m'arrêter là, parce que je vois que l'heure passe. Mais attends, juste pour rebondir, c'est même plus que de la participation volontaire, c'est une participation enthousiaste, parce que Absolument. Quand tu regardes comment dire, quand t'es jeune aujourd'hui, ce qui malheureusement pour nous n'est plus trop notre cas, globalement, quand t'es jeune aujourd'hui, t'as une pression où si tu n'es pas sur les réseaux sociaux, si tu ne donnes pas tes données, tu n'existes pratiquement pas. Et inversement, avec le poids que si tu donnes trop tes données, ça peut se retourner contre toi aussi. Donc c'est assez impressionnant, je trouve, en termes de contraintes que ça fait peser sur chaque individu. Oui. Et bon, je vais m'arrêter sur Snowden, puisqu'on en a parlé, et je vais en parler brièvement, parce que lui, il a eu un rôle là quand même important. J'ai parlé du Patriot Act, justement, qui a justifié pas mal de choses après les attentats de 2001. Et lui, il a insisté beaucoup sur ce point, concernant la NSA, donc voilà. Et selon lui, le problème, c'est pas seulement ce qu'un gouvernement fait, en fait, c'est ce qu'il fait aujourd'hui, mais ce qu'un futur gouvernement pourrait en faire. Oui. C'est pour ça que le truc, pour nous adoucir le temps en disant « mais oui, mais vous n'avez rien à craindre, si on n'a rien à se reprocher, on n'a rien à cacher, etc. » C'est extrêmement traître, ce truc-là. Il ne faut surtout pas s'appuyer là-dessus. Et en passant vite fait, d'ailleurs sur Snowden, il y a un truc que je trouve assez rigolo, et je vais m'arrêter là, c'est que ça met en avant un paradoxe. C'est que lui, il s'est retrouvé dans une merde sans nom parce qu'il a voulu tout montrer de ceux qui veulent tout savoir. Mais eux, ils supportent pas qu'on montre. Ils veulent juste savoir, ils veulent pas montrer. Oui, forcément. C'est le déséquilibre qui donne le pouvoir dans l'opération. Hein. Ok, très bien. Merci Yann. On se fait une pause musicale. Sébastien, c'est toi qui as proposé ce morceau-là, je crois. Ouais, alors c'est un morceau que je ne connaissais pas. Je l'ai trouvé en faisant des recherches pour l'émission. Il s'agit de Watergate Blues. C'est d'un chanteur, guitariste et compositeur américain de blues qui s'appelle Howlin' Wolf. Je pense pas que ce soit son vrai nom. Dans son dernier album studio, après une riche et influente carrière,
Il a glissé ce morceau qui fait référence au scandale du Watergate, bien sûr, qui causa la chute du président Nixon, qui avait commandité la mise sur écoute de ses opposants politiques. Et je traduis quelques paroles, traduction libre, m'en veuillez pas si c'est pas 100% accurate, comme on dit en anglais. Les gens à la Maison Blanche ont attrapé le blues du Watergate, ne réessayez pas de nous causer du tort, ou si vous le faites, ne vous faites pas remarquer, parce qu'autrement, on sonnera l'alerte. Vous êtes sur Radio Libertaire, 89.4 FM, et vous écoutez l'émission En panne de sens. Il me semblait, Luc, que tu souhaitais peut-être compléter, contredire ce qu'a présenté Yann tout à l'heure. Ah non. Non, Zut, alors, je voulais qu'il y ait du débat. Oui. Non, j'ai apporté un peu mes références, ma vision. Sur cette question de surveillance, il y a effectivement quelque chose de très moderne dedans, mais la modernité commence il y a assez longtemps. Et un truc qui m'a marqué en lisant Thomas Piketty, donc qui a écrit, un économiste qui a écrit sur les inégalités. Piketty s'est fait connaître par ses études long terme, et il a exploité les données fiscales de la France. Et il dit dans ses bouquins que la France est une exception au niveau mondial, c'est-à-dire qu'il y a des données qui remontent très loin. Et sa théorie, c'est que comme la France et l'Angleterre se foutaient sur la gueule très régulièrement, ils avaient besoin de payer les guerres, et donc ils avaient besoin de savoir où était la richesse dans le pays, et comment et combien on pouvait taxer pour payer les guerres, et que c'est pour lui une explication de pourquoi la France et la Grande-Bretagne sont devenues des superpuissances au 19e, et restent aujourd'hui des pays très puissants. Donc cette idée déjà de contrôler un pays, une population, remonte assez loin avec cet objectif-là. Il y a Foucault également, qui pour moi est une grosse référence, donc surveiller, punir, que tu as mentionné. Il y a le panoptique dont tu as parlé, et il y a également ce qu'il appelle la discipline, donc qui est en gros cette façon cette technique de pouvoir, voilà. Et c'est une technique de pouvoir où on va isoler les gens les uns des autres, c'est-à-dire qu'on va les prendre individuellement, on va les examiner. Il parle de notion d'examen, comme un examen amical ou un examen à l'école. Et c'est pas, dans sa logique, pas pour rien que c'est le même nom. Et on va en gros mesurer avec des indicateurs, on trouve nos KPI comme on dit aujourd'hui. Ouais, c'est un truc normatif, quoi. Tout à fait, pour ensuite ranger les gens dans des petites cases. Et ça, c'est effectivement un système de surveillance qui a cet avantage de permettre de donner des valeurs et du poids aux choses. C'est-à-dire que c'est pas juste un tel est sympa, pas sympa, etc. On met des métriques et on imagine, parce qu'évidemment on passe toujours à côté de plein de choses, qu'on va pouvoir mettre en compétition ou normaliser les comportements et les façons de faire, et que les gens soient interchangeables. Et puis ça donne aussi un vernis pseudo-scientifique à quelque chose qui ne l'est pas vraiment, exactement comme la forme du visage au 19e siècle, ce genre de choses. C'est ça. Là, il y a ce côté, j'en parle un peu plus tard, mais il suffit à un moment de croire que c'est vrai. Par rapport à ces questions de surveillance, en France, on a un cas un petit peu particulier. Pendant la Seconde Guerre mondiale, on sait que l'État, épaulé par sa police, a déporté pas mal de gens, notamment les populations juives. Et donc, à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, il y a toujours eu des réticences à faire des fichiers ethniques et religieux. Il n'y a pas autant de blocages dans d'autres pays dans le monde. En France, à cause de ce traumatisme, on a fait pas mal de blocages. Tu sais qu'en Allemagne, justement, la République de Weimar, donc c'était avant le nazisme, avait commencé déjà un fichage intensif, notamment de toutes les personnes qui étaient considérées comme tziganes, entre guillemets. Alors, ce n'est pas un mot employé, c'est hyper insultant, mais voilà, eux, c'est celui qu'ils employaient. Et ce qui fait que, justement, quand il a été décidé d'éliminer des gens, en fait, il y avait déjà tout. Oui. Il n'y avait plus qu'à se servir. D'où vous n'avez rien à craindre si vous n'avez rien à vous reprocher. Tout à fait, Tu veux dire que les nazis, en fait, ils n'ont rien inventé ? Ah, mais non, le fichage était déjà là avant, en fait. Voilà. Les outils étaient là. Oui, c'était bien en place. En 1978, la CNIL a été créée, et quand on y pense, c'est assez tôt, donc c'est la Commission nationale informatique et liberté. En 1978, l'informatique, c'était encore assez balbutiant, ça commençait à arriver, et ce que j'ai découvert, c'est que ce qui a motivé ce développement, c'est un projet qui s'appelait Safari de 1974, et qui visait à doter tous les Français d'un numéro unique, pour pouvoir comparer toutes les bases de données qui étaient en train de se mettre en place à l'époque. Attends, Safari ? Safari. Je trouve que l'ironie du nom est incroyable. Ah, voilà. Et je trouve ça quand même assez incroyable de se dire qu'à l'époque,
Il y a eu donc un tollé par rapport à ce projet-là, donc avec une sensibilité des gens sur ce sujet en disant on ne peut pas se laisser faire, et avec ce côté très visionnaire, puisque les principes de la CNIL sont toujours valides aujourd'hui et sont toujours pertinents. Et quand on compare à la situation dans laquelle on est aujourd'hui et les conneries qui sont dites et toute l'incapacité à voir venir les problèmes, on s'aperçoit qu'effectivement on a beaucoup changé, et ça rejoint ce que tu disais Yann tout à l'heure sur l'habitude ou en tout cas la perte de compréhension des enjeux. Un point important pour la surveillance d'État, c'est qu'elle est énorme, pas que l'État d'ailleurs, mais la surveillance d'État est énorme, particulièrement la surveillance américaine. Donc tu as cité Snowden, donc on rappelle, Snowden en 2013, ou un peu avant, je crois que c'est 2013, révèle l'ampleur de la surveillance de la NSA, qui est en de grandes oreilles des services secrets américains, et notamment des gens, pour se donner une idée, avait fait une comparaison comment dire, des archives de la Stasi, donc la police politique. Juste quand même pour l'anecdote, au cas où il y a des gens qui l'ignoraient, Snowden, il est passible de la peine de mort ou de la perpète. Hein. Oui. Donc, et il est hébergé par la Russie, donc il est quand même dans une situation de merde. Oui, après, il y a Julian Assange, par exemple. Lui, ça fait 4 ans qu'il squatte l'ambassade d'Équateur à Londres. Oui. Il est sorti, je crois, maintenant. Ah, il est sorti, ça va. Oui. Bon. Il y a quelques temps. Donc voilà, petit exercice de comparaison, la Stasi, Sébastien va en parler tout à l'heure, ça a marqué les esprits, c'est vraiment la police politique d'Allemagne de l'Est. Ils avaient donc 48 000 armoires d'archives. Des gens ont mis ça sur une carte au niveau du Champ de Mars à Paris. Ça fait un gros carré qui va faire une centaine de mètres de côté dans le Champ de Mars. Et ça, c'est toutes les archives de la Stasi. Et en 2013, donc ça remonte à il y a 13 ans, ils avaient calculé que les données en possession de la NSA, si on les mettait sur papier, ça ferait beaucoup plus d'armoires et que la surface nécessaire irait en gros jusqu'à l'embouchure de la mer Rouge. Donc, on pourrait plus faire circuler des bateaux, c'est malin. C'est ça. Et ça, c'était en 2013, c'était il y a 13 ans, donc je pense qu'aujourd'hui, le nombre d'armoires, la Terre ne suffit plus à couvrir le nombre d'armoires, il faut les empiler, quoi. C'est pour ça que Musk veut aller sur Mars, en fait, pour mettre les armoires supplémentaires. C'est ça. Voilà. Non, pour y construire un énorme data center, c'est ça, les armoires de Mars. Voilà. Tu as cité les réseaux sociaux, donc les pouvoirs, enfin les polices un peu partout dans le monde les utilisent. C'est facile quand on veut surveiller les gens de se mettre dans un groupe Facebook, etc. Surtout que les gens alimentent eux-mêmes, quoi. Les gens alimentent eux-mêmes. Ils donnent leurs opinions politiques, des choses qu'ils donneraient jamais en public dans la rue. Ils le donnent là comme ça. Voilà. Mais on peut également les solliciter directement. Donc évidemment, les États-Unis et les services secrets américains ont très probablement open bar sur les données. Un chiffre que j'ai trouvé, par exemple, la police londonienne, juste la police londonienne, a sollicité les réseaux sociaux 700 000 fois en 2025, donc pour avoir des infos dans ses enquêtes. Voilà. Autre truc de la surveillance, c'est que c'est pas fiable. Donc en France, on a eu le STIC, qui est le système de traitement des infractions constatées. En 2010, la CNIL avait fait un audit et avait trouvé qu'il y avait 87% d'erreurs dans le fichier. Le fichier a été dégagé, remplacé par un machin qui s'appelle le TAJ, le traitement des antécédents judiciaires, et aux dernières nouvelles, c'est toujours en géré avec le cul. Voilà. Un point très important, et on le disait, c'est qu'il suffit d'y croire. C'est-à-dire qu'on a des systèmes qui ne sont pas nécessairement très fiables, ils marchent, il suffit qu'ils marchent suffisamment, et on peut bien se permettre X% de pertes. Aux États-Unis, il y a une femme qui s'appelle Angela Lips, qui a été arrêtée suite à une affaire de fraude bancaire, parce qu'elle était identifiée par de la reconnaissance faciale. Problème, c'est que c'était pas elle. Et cette femme avait pas beaucoup de pognon, elle habitait dans un état assez loin, elle a été envoyée à 2000 km de chez elle, elle est restée 108 jours en prison sans voir personne, on ne lui a pas posé de questions, et la police n'a pas fait les vérifications pour s'assurer que c'était bien elle, et c'était pas elle. Donc, ce que tu racontes, ça fait penser à un film dont je parlerai peut-être un jour, qui est Brasil, oui. Et effectivement, où tout part d'une erreur sur un fichier. Et c'est ça, un bug, littéralement un bug. Et donc, résultat, elle a passé 5 mois en prison. Donc, tout ça se développe, on ne s'arrête pas. Aujourd'hui, on parle de l'interdiction des réseaux sociaux de moins de 15 ans, au moins de 15 ans. C'est une façon de forcer les gens à s'identifier et à mieux les surveiller. On a des applications sur les sites porno pour que les gens mettent leur visage. Donc, ça permet également de collecter des données. Il y a actuellement une loi, un projet de loi, sanctions utiles, rapides et effectives, ça donne envie, c'est son surnom, pour que la police puisse aller taper et acheter des données génétiques
chez tous les services là, où les gens envoient des échantillons soi-disant pour faire des tests, pour savoir d'où ils viennent, etc. Et évidemment, ces entreprises vendent les données. Yann, tu me disais qu'il y avait une affaire. Il y avait déjà eu une affaire qui avait été résolue comme ça, et qui plus est, pas parce que la personne avait donné un échantillon, mais parce que quelqu'un de sa famille éloignée en avait donné un, et ça avait été suffisant pour retrouver le coupable. Voilà. La police française, il s'est révélé récemment que la police française utilise massivement la reconnaissance faciale sur ses téléphones, alors que c'est illégal, parfaitement illégal, mais elle le fait quand même. En Russie, ils ont beaucoup développé les applications de reconnaissance faciale, de biométrie, et actuellement, ils traquent notamment les mecs qui veulent envoyer sur le front avec les caméras. Donc, en conclusion, pour moi, et on le voit avec cette affaire du 8 décembre, la surveillance, c'est pas juste surveiller et se faire une image de la situation. C'est aussi, en fait, un programme d'action. C'est-à-dire qu'on peut se construire son ennemi et aller, trouver le coupable dont on a besoin, au final. Moi, il y a un autre truc, si je peux me permettre, qui me gêne un peu. La personne dont tu parlais, là, qui a fait 5 mois de tôle avant d'être complètement d'être libérée, en fait, ça, c'est aussi un des autres problèmes du prédictif. C'est que ça permet de mettre énormément de gens en tôle, et après, on va devoir attendre le traitement du truc qui peut peut-être attendre des années, en fait. C'est ça. Voilà, donc un petit mot, mais en fait, c'est pas très grave, au final. Et puis, si on n'arrive jamais à redresser la vérité, le système a raison. Larry Ellison, qui est le patron d'Oracle, qui est une grosse boîte d'informatique qui fait des bases de données, avait dit à des investisseurs, ça a été filmé, que, en gros, à l'avenir, les sociétés se tiendraient à carreau parce que la société de surveillance permettra de signaler tout leur comportement, etc., etc. J'en parlais avec les conseils spirituels d'IA, et c'est encore le mode plus de l'autosurveillance. C'est un phénomène, donc on voit la moitié des chrétiens américains qui demandent conseil spirituel aux IA. Il y a la même version en psy, il y a les fiancés virtuels, etc. Il y a des tas de gens qui racontent leurs plus noirs secrets, des choses qu'ils n'osent dire à personne de vivant à une IA, en pensant qu'ils ne seront pas jugés, mais tout ça est enregistré. Donc le niveau de surveillance devient complètement délirant. Voilà. Et le dernier point pour moi qui est important par rapport à ce truc de dire que c'est un programme d'action, c'est qu'aujourd'hui, on a moyen de savoir ce que les gens ont dans la tête, mais on a également moyen de créer ça toute pièce. Quand on a son mail chez Gmail, si Gmail décide de mettre des éléments dans ta boîte mail, l'accusation devient réelle. Demain, vous pouvez tous être pédophiles, à condition que Google décide que vous le soyez, en quelque sorte. Et je pense qu'on peut aller très très loin, et ça peut faire très très mal. Il est encore temps de changer de nom, de visage pour parler plus sérieusement, en tant que cinéphile, j'ai la mémoire de films, et de films innombrables, qui racontent effectivement le fait que des criminels ou juste des gens qui ont besoin d'oublier leur passé ou de faire oublier leur passé font de la chirurgie esthétique ou changent de ville, de pays, etc. Déjà, faire de la chirurgie esthétique, c'est bien, mais si tu changes pas ton ADN, t'es mal barré. C'est ça. Et effectivement, je me dis, il y a beaucoup d'histoires qui sont devenues totalement obsolètes aujourd'hui, parce qu'il est impossible de se faire oublier désormais. Et il y a le mouvement inverse, chez Arendt, qui est le pouvoir dans le totalitarisme, qui veut te faire disparaître et réécrire l'histoire. Et ça marche dans les deux sens, en réalité. Donc on se fait une pause musicale, c'est ça ? Oui. C'est... Qu'est-ce qu'on va mettre ? On va mettre Public Witness Program de Fugazi. Un morceau de 1993. C'est un groupe qui est actif de la deuxième moitié des années 80 et dans les années 90. C'est un des rares exemples de groupe qui a réussi à acquérir une certaine notoriété tout en restant, que ce soit en termes de distrib et d'enregistrement, totalement indé en fait. Donc rien que pour ça, j'aime bien. Et le morceau sera suivi d'un extrait VF du film dont il va être question aujourd'hui, en sachant que si vous le devinez avant tout le monde, vous avez gagné pas grand-chose à part notre respect le plus absolu. Surtout qu'il y a un indice qui a été donné un peu plus haut. À tout de suite. Alors, c'est Honecker qui arrive le matin dans son bureau. Il ouvre la fenêtre, voit le soleil et dit... Qu'est-ce qu'il y a ?
Ah, pardon, excusez-moi, j'avais... Non, je vous en prie, collègue, je vous en prie. On a encore le droit de rire de nos conseillers d'État. Allez-y, racontez-nous. Je la connais sûrement, d'ailleurs. Alors, voyons, continuez. Eh ben, Honecker, enfin le camarade secrétaire général, voit le soleil et dit « Bonjour, mon cher soleil ». Bonjour, mon cher soleil. Ouais. Et le soleil répond « Bonjour, mon cher Erich ». Et à midi, Erich retourne ouvrir la fenêtre, voit le soleil et dit « Bon après-midi, cher soleil ». Et le soleil répond « Bon après-midi, cher Erich ». Et le soir, après le dîner, Honecker retourne à la fenêtre et dit « Bonne soirée, cher soleil ». Et le soleil ne dit rien. Alors, il recommence « Bonne soirée, cher soleil ». Eh ben, qu'est-ce que tu as ? Et alors le soleil lui dit « Ah, va te faire foutre, maintenant je suis à l'ouest !» Oui. Vous vous appelez ? Votre grade, département ? Stigler. Adjudant Axel Stigler, département M. Oui. Je n'ai pas besoin de vous dire ce que ça signifie pour votre carrière. Et donc, il va être question ce soir, vous l'aurez peut-être deviné, avec cet extrait malheureusement en VF, mais on s'est dit qu'on est peut-être peu de germanophones qui nous écoutent, sait-on jamais. Pas moi en tout cas. Oui. Donc c'est un extrait de La vie des autres. En VO Das Leben der Anderen. C'est un film allemand, écrit et réalisé par Florian Henkel von Donnersmarck, qui avait fait qui a eu un certain succès il y a déjà 20 ans, ce qui ne nous rajeunit pas, en 2006. C'est un film donc qui a reçu de nombreuses récompenses, dont pas moins que l'Oscar du meilleur film en langue étrangère et le César du meilleur film étranger. Et il a valu à son réalisateur, dont c'était quand même le premier long métrage, de passer à Hollywood. Le temps d'un remake très mal reçu d'un film français oubliable. Et donc c'était The Tourist avec Angelina Jolie et Johnny Depp en 2010. Le film a été visiblement un four, je ne l'ai pas vu. Ouais, sûrement oubliable, en tout cas il a été oublié en ce qui me concerne. Clairement, visiblement. Et ensuite il a fait un autre film qui, en Allemagne, pour le coup, quand il est revenu là-bas, 8 ans plus tard, en 2018, et que je considère être un chef-d'œuvre, L'œuvre sans auteur, un film que j'aime tellement et sur lequel il y aura tant à dire, que je me réserve le droit d'y revenir lors d'une future émission, donc préparez-vous. Mais on va revenir à La vie des autres, parce que c'est toujours très intéressant, La vie des autres. Le film sort 3 ans après Goodbye Lenin, dont je ne sais pas si vous vous en souvenez également. Oui. C'était une comédie plaisante, mais un peu insignifiante de mon point de vue. Ouais, je ne serais pas aussi critique. Enfin, moi, je ne l'ai pas pris comme une comédie. Mais... Bah, c'est quand même c'est un feel-good movie, comme on dit. C'est un film qui est fait pour se sentir bien. Ensuite, il est un peu plus profond que ce qu'il en a l'air, mais pour en parler un petit peu, c'est un film qui surfait ce qu'on appelle l'ostalgie, en fait. C'est cette nostalgie de l'ancien régime socialiste. Et dans La vie des autres, Florian Henkel von Donnersmarck, qui signe le scénario en plus de la réalisation, il prend le chemin strictement inverse. Au lieu d'enjoliver ce régime, au lieu de jouer un petit peu sur la nostalgie que les spectateurs pouvaient avoir de l'ancienne RDA, il en dévoile les aspects totalitaires. C'est un mot sur lequel parfois j'ai du mal, mais je suis prêt à l'employer pour l'Allemagne de l'Est. À travers donc un thriller d'espionnage qui met en lumière le rôle central qu'occupait la Staatssicherheitsdienst. J'ai sans doute très mal prononcé. Et d'ailleurs, désormais, on va appeler ça la Stasi. C'est plus simple. Donc, c'est le tout-puissant, la Stasi, service de police politique, de renseignement, d'espionnage et de contre-espionnage du ministère de la Sécurité de la RDA. C'est une police politique, donc, pour résumer. Et comme l'indiquait Luc tout à l'heure, la Stasi a organisé un réseau d'espionnage sur la quasi-totalité de la population du pays, remplissant des armoires et des armoires d'archives et d'informations sur les gens, de quoi remplir le champ de Mars. Petit bout du champ de Mars. Un petit bout, oui. Bon, pas jusqu'à la mer Noire cette fois-ci. Et recrutant... Mer Rouge. Bon, c'est pareil. Écoute, on n'est pas chez Julien Lepers. et donc, la Stasi, au plus fort de son activité, a recruté jusqu'à 200 000 collaborateurs officieux, en gros des mouchards, qui étaient plus ou moins consentants
mais qui ont permis justement d'accumuler un nombre incroyable d'informations, ainsi bien sûr que, couplé à des rapports de filature, d'enquête, d'interrogatoires, etc. Je fais une petite parenthèse sur la Stasi. Il y a des historiens qui ont souligné un peu l'ère de famille entre les polices politiques nazies, la Gestapo, la SD, etc., et la Stasi, surtout en ce qui concerne la surveillance systématique, le travail d'informateurs et le fichage extensif, et notamment les collaborateurs officieux. Mais globalement, la différence un petit peu, c'est que plutôt que la torture ou la déportation, l'annihilation, la Stasi fonctionnait beaucoup sur l'intimidation, le chantage, et d'ailleurs c'est montré dans le film très bien, puisqu'on voit la première scène du film, c'est un interrogatoire où on voit juste un fonctionnaire assez compassé, très consciencieux, qui prouve qu'en fait, il suffit de répéter une question à quelqu'un pendant 48 heures sans le laisser dormir, puis de menacer de s'en prendre à sa famille pour obtenir tous les aveux qu'on veut. Donc le film va suivre cet officier modèle qui s'appelle Gerd Wissler, qui est également instructeur auprès des jeunes recrues, et qui va se retrouver en fait à surveiller un dramaturge. Donc c'est une fiction, hein. C'est inspiré par des faits réels, mais tous les personnages sont fictifs. D'ailleurs, on en parlera un peu plus tard, ça fait partie des choses qui ont été reprochées au film. Et donc, il se retrouve, cet espion, à surveiller un dramaturge qui, en fait, est considéré comme un fidèle du régime, mais qui a une certaine aura. Et il va vite se rendre compte que s'il surveille cet intellectuel, c'est pas tant pour des raisons politiques, mais parce que cet intellectuel a pour compagne une actrice qui est également l'amante contrainte, pour parler très poliment, avec beaucoup d'euphémisme, du ministre de la Culture. Donc en fait, c'est pas une opération vraiment d'espionnage politique, mais plus un moyen d'écarter un rival. Et rapidement, en fait, je spoil un peu le film, mais ça me permettra de venir à ce pourquoi je pense que c'est un très grand film. Cet officier se rend chez cet intellectuel, va truffer son petit studio de micros et de dispositifs d'écoute et va se mettre à l'écouter quasiment en continu, matin et soir, relayé au départ par un collègue et puis ensuite tout seul. Et on va voir en fait qu'il va s'identifier de plus en plus à sa cible, au point de, quelque part, lui aussi, se mettre à vouloir trahir. Donc ça, c'est le nœud dramatique du film. Ce qui est intéressant, déjà, le film montre cette espèce d'emprise qui est que, effectivement, il suffit pour l'espion de dire en une phrase à une femme qui a assisté à son passage dans l'appartement qui est désormais truffé de micros. Donc, il sonne chez elle, elle lui ouvre et lui dit voilà, si vous parlez, votre mari ou votre fille, je ne sais plus exactement, mais perd sa place à l'université. Et donc, en gros, tout est joué, tout le monde est au courant, tout le monde sait tout sur tout. Enfin, la Stasi, c'est tout sur vous. Et donc, si vous parlez, ça se saura et vous en paierez les conséquences. Et vos proches en paieront les conséquences. Il n'y a pas d'atteinte physique. C'est juste une violence psychologique destinée à maintenir les gens dans la peur, en fait. Et quand on se dit qu'il y a 200 000 indicateurs et indicatrices dans tout le pays, on se dit qu'on ne peut rien dire à personne puisqu'il y a des chances pour que ça finisse par se savoir. Ouais, sachant que c'était une époque où tu avais aussi des concierges dans tous les immeubles et c'était les principaux, c'était un réseau d'informateurs génial aussi. Une chose qui m'a marqué dans le film, il y a plusieurs trucs que j'avais trouvé vraiment bien faites et intéressantes. Il y a une scène, je crois au début du film, d'interrogatoire où il demande à la personne interrogée de mettre ses mains sous ses jambes, sous ses fesses. C'est ça. Et en fait, ils ont tendu un carré de tissu. En fait, c'est pour imprégner ses odeurs. Ils gardent ça hermétiquement pour le jour où ils auraient besoin de le traquer avec un chien. Donc, tout est anticipé. L'autre truc que j'ai trouvé super impressionnant aussi, c'est en gros, à un moment, on voit quelqu'un qui soutient une thèse en psychologie. Mais en fait, c'est une thèse en psychologie pour voir, en fonction des caractères des gens, comment les faire craquer, comment les dégommer. Et notamment le dramaturge, il dit voilà, il y a des gens qui sont extravertis, etc. Et si on veut les faire craquer, il faut les ignorer et les mettre face à un mur d'indifférence. Et à l'inverse, il y a d'autres personnes qui vont avoir des caractères différents et où là, il faut leur mettre la pression. Et on voit là tout ce travail intellectuel destiné
à appliquer cette violence psychologique. Effectivement, en fait, on peut contrôler une population entière sans torture physique. Alors, ça ne veut pas dire que la Stasi ne recourait pas à la torture, mais c'était pas son modus operandi principal. Et c'est vrai que ce que tu dis, c'est ça, en fait, c'est plus par la connaissance de la psychologie, une espèce de science de comment faire craquer les gens. Et tu parlais effectivement du détail du carreau de tissu comme ça qui permet de capter les odeurs pour les chiens plus tard. Et le film, comme ça, regorge de petits détails justes qui montrent qu'il est, pour le coup, il y a beaucoup de documentation. Et d'ailleurs, ça pousse l'art du détail jusqu'à tourner dans des bâtiments d'origine de la Stasi, dans son quartier général, qui est devenu d'ailleurs un musée passionnant que je recommande la visite à celles et ceux d'entre nos auditeurs et auditrices qui seraient amenés à passer quelques jours à Berlin. Et donc, ce qui est aussi intéressant, c'est de voir que le pouvoir, ça sert à quoi ? Ça sert à pouvoir se permettre ce qu'on interdit aux autres. Et notamment, la scène qu'on a entendue au tout début de ma chronique, c'est globalement, le supérieur hiérarchique va prétendre en fait qu'il est tout à fait normal. On peut dire des blagues sur les dirigeants du parti communiste en RDA à l'époque, mais en fait, dès la fin de la blague, il change de ton, et tout d'un coup, c'est glaçant en fait, non, matricule, etc. Et puis, j'ai coupé à ce moment-là, mais il se met à rire juste après, en mode « mais non, on se marre, bien sûr, je vous ai fait une blague ». Mais on sent bien, et on le vérifiera plus tard, que le jeune officier, le jeune agent qui a fait cette blague finira au placard. Et cela dit, c'était pas un mensonge, il pouvait faire cette blague. C'est juste que les conséquences que ça impliquait n'étaient pas précisées, mais il pouvait. Et donc, ce qui est intéressant aussi au niveau du contexte, c'est que le film s'intéresse à l'intelligentsia de l'époque, qui était courtisée par le pouvoir et en même temps qui était tenue un petit peu à la botte. Et là, ça rejoint un petit peu ce que je disais tout à l'heure au début de l'émission sur le risque que les artistes ont pris en parlant de Bolloré. En gros, un dilemme qui se pose à l'artiste, c'est est-ce qu'on collabore ou bien on se trouve dans l'impossibilité d'exercer son art. Et on veut dire, ça veut dire effectivement se retrouver dans le meilleur des cas, juste muet, et dans le pire des cas, dans l'incapacité même de subvenir à ses propres besoins. C'est un film d'un grand classicisme, qui a pas d'effet de manche particulier. Il est par exemple beaucoup moins virtuose que l'œuvre sans auteur dont j'ai parlé, qui est un film qui tournera beaucoup plus tard. La reconstitution est soignée et le scénario est vraiment très très bien construit. La tension monte au fur et à mesure que la mécanique de l'état de surveillance se referme sur les personnages. C'est un film vraiment qui veut montrer un état de la société et un état d'un pays à un moment, mais qui n'oublie pas d'être prenant et presque un divertissement. Il est difficile de regarder ce film sans être vraiment pris par le récit et par le suspense qui se crée. Il a été quand même critiqué, ce film, parce que, en gros, le portrait de l'espion qui est fait, qui est joué d'ailleurs magnifiquement par un acteur qui est disparu quelques années plus tard, qui s'appelle Ulrich Mühe, qui est parfait, un individu terne, qui est très mesuré, qui est sans éclat, et qui est très méticuleux. On sent qu'en gros, c'est quelqu'un qui est un idéaliste, qui croit en ce qu'il fait. Il est un petit peu cynique malgré tout. D'ailleurs, quand son supérieur hiérarchique l'invite à s'asseoir à la table des officiers, il dit « Non, moi je m'assieds avec les simples agents parce qu'il faut bien que le socialisme commence quelque part. » J'ai bien aimé cette réplique. Mais malgré tout, il croit quand même à ce qu'il fait et on sent sa conscience politique. Et il va se laisser contaminer en fait par sa fascination par la vie de celui et celle qu'il surveille sans relâche. Il va se retrouver à lire les livres de Brecht et finir par pleurer en écoutant un morceau joué au piano. En fait, il va finir par s'identifier totalement. Et je trouve qu'il y a un parallélisme intéressant entre le côté voyeur du spectateur, parce que voilà, nous, on assiste à la vie de ces gens qui est montrée aussi, et celui de l'espion, en fait. Pas dans un sens donneur de leçons, on n'est pas chez Haneke. C'est, voilà, on voit simplement que, globalement, cet espion, tout comme nous, on va finir par s'identifier, se rapprocher de ce couple qui est surveillé, au point, en fait, de prendre fait et cause pour eux et de ne plus être simplement acteurs de leur chute, mais vouloir de tout cœur qu'ils s'en sortent.
Et la contagion de la désobéissance et de la subversion est montrée par le film. Et d'abord, c'est très satisfaisant en tant que spectateur parce qu'on a envie que tout se finisse bien. Mais il y a quand même quelque chose qui a été reproché du coup au film. C'est des gens ont dit, bah non, en fait, ce genre d'espion, ça n'existe pas. Ce genre d'histoire, ça n'existait pas. Il n'y a aucun espion qui a trahi en prenant fait et cause pour les gens qui le surveillaient. Et puis ensuite, on a reproché au film le fait de montrer un bon Allemand. C'est une figure très fréquente dans le cinéma, notamment historique outre-Rhin, parce que quand on montre des salauds, exemplairement des nazis, il faut toujours qu'on présente au moins un individu juste, intègre, qui sauve l'honneur de sa nation par sa rectitude morale. Par exemple, dans La Chute, qui raconte les derniers jours d'Hitler, on a quand même intégré un médecin, un personnage secondaire malgré tout, mais qui risque sa vie pour sauver celle de civils, parce qu'il faut quand même qu'on ne montre pas que des salauds. Et on a donc reproché à von Donnersmarck de montrer, encore une fois, un type qui sauve l'honneur. Moi, je trouve que ça s'entend, hein, clairement. Cela dit, moi, ce qui me marque quand je vois ce film, c'est un film qui est très daté, pas seulement par rapport à l'époque qu'il montre, mais surtout parce qu'il montre une époque où on devait incarner la violence qu'on infligeait à l'autre. C'est-à-dire, c'est un système où, malgré tout, il y avait quand même des humains qui étaient chargés de contrôler, il y avait quand même l'intervention d'un humain qui pouvait du coup avoir de l'empathie pendant les interrogatoires ou pendant les filatures ou pendant les écoutes. Alors qu'aujourd'hui, globalement, avec la technologie d'aujourd'hui, on n'a même plus besoin d'avoir ça. On n'a plus de possibilité même d'imaginer d'une empathie entre ceux qui contrôlent et qui sévissent et ceux qui sont contrôlés et qui souffrent. Puisqu'il y a maintenant les drones, il y a tous ces outils, les LIA, etc., qui éloignent le bourreau de sa victime. Ouais. Et puis le truc qui dissuade aussi l'empathie, c'est que en fait, tu as des filtres qui sont en amont. Qui filtrent les personnes, ce qu'on voit, ce qu'on ne voit pas, etc., qui sont en amont avant même qu'un humain intervienne et puisse se faire son avis. Mmh. Oui, alors c'est en dehors même du monde de la surveillance policière, etc., mais dans le monde du travail, c'est déjà le cas. Voilà, bon. Mais effectivement, je te rejoins là-dessus. Oui. Après, ça ne veut pas dire qu'effectivement, voilà, dans la police, tout le monde voilà. et plein de compassion, ce genre de choses. Hein, tu peux même avoir l'inverse, c'est-à-dire que ton système automatique va être conçu pour te pourrir, mais tu peux aussi avoir la chance d'avoir un système automatique qui n'a pas la petite dose de sadisme qu'on a pu observer chez pas mal de gens. Oui. Aussi, oui. Et qui sont zélés dans leur travail. Oui et non. Mais ça, c'est un sujet sur lequel je reviendrai un peu plus tard. On a de quoi faire 2 émissions entières là-dessus. Et je voulais juste finir là-dessus, en fait, quand à la fin du film, sans trop spoiler, le dramaturge se rend dans les archives d'État pour consulter son dossier et se retrouve devant une table entière recouverte de classeurs, donc allusion, tu faisais tout à l'heure aux fameuses armoires. J'ai pensé à l'histoire de l'activiste autrichien Max Schrems, oui. Qui, en 2011, alors qu'il était encore étudiant, avait demandé à Facebook une copie de toutes les données que l'entreprise détenait sur lui. Et, conformément à la loi européenne, forcément, Facebook avait dû céder, je pense, à contre-cœur, et lui avait envoyé un CD-ROM, à l'époque, contenant plus de 1200 pages référant tout ce qu'il y avait sur sa vie, ses amis, etc. Je sais qu'il avait dû faire une procédure pour obtenir le truc. Ouais. Et dans mon souvenir, il lui avait envoyé du papier, juste pour le faire chier. Ah, ça, je savais pas. Ouais, voilà. En disant, tu veux tes données, tiens. Et ils avaient imprimé je ne sais pas combien de milliers de pages. Quoi. Et justement pour pas que ce soit simple de lire les informations. Donc voilà. Quoi. Donc c'est un film qui a vieilli, mais qui permet aussi de mesurer à quel point le monde a changé et à quel point il est devenu encore plus terrifiant, puisque même cette histoire d'espion qui aurait pu exister, mais qui était totalement fictif, aujourd'hui, il est même devenu de fictif totalement inimaginable. Très bien. Merci Sébastien. Je vais faire l'annonce parce qu'on l'a zappé après le morceau. Donc nous sommes sur Radio Libertaire. L'émission, c'est en panne de sens. La fréquence 89.4. Donc on va écouter un morceau qui s'appelle The Government Knows. Le gouvernement sait. Donc d'un groupe qui s'appelle Nowhere. C'est le gars qui a fait notre générique et dans ce groupe-là. Un morceau qui date de 2016, hein, donc quelques années après les révélations de Snowden. Je recommande de regarder le clip. Le clip est excellent. Incroyable. Ouais. Vous savez, les avis, c'est comme les trous du cul. Tout le monde en a un.
Nous sommes sur Radio Libertaire 89.4. Vous écoutez l'émission En panne de sens. Donc, nous allons passer à la partie où on fait des recommandations sur les trucs qu'on a bien aimés et qu'on vous conseille d'aller regarder si vous avez envie. Yann, tu commences ? Ouais, si vous voulez. Je vais commencer par un truc qui n'est pas du tout nouveau. Hein. C'est un bouquin qui a 10 ans à peu près, un bouquin de 2016, mais qui m'a paru bien dans le ton, parce que je l'ai relu pour le sujet notamment, et que je trouvais ça intéressant. Alors, c'est un bouquin de Cathy O'Neil, qui est mathématicienne et spécialisée dans la data, qui vit à New York et qui a été militante très active à l'époque de Occupy Wall Street. Bon, ça me donne quand même du contexte. Et son bouquin s'appelle Weapons of Math Destruction, Math M-A-T-H. Et c'est sur les technologies de surveillance, pas que mais bon voilà, c'est sur les algorithmes, en fait les discriminations algorithmiques et le fait que ces technologies qui sont présentées comme objectives ne sont effectivement pas du tout neutres parce qu'elles reproduisent en fait les biais de leurs concepteurs tout simplement. C'est un truc qu'on a encore vu récemment puisqu'il y a eu une action de groupe de chercheurs d'emploi et de salariés états-uniens qui ont attaqué un outil qui était utilisé par des boîtes de recrutement parce qu'il avait été alimenté avec 10 ans de données de recrutement humain, donc ils trouvaient que c'était bien parce qu'il allait forcément faire mieux, sauf qu'en fait il a été alimenté par 10 ans de biais et il reproduisait exactement les mêmes biais de manière systématique et encore plus automatique qu'avant. Et donc gros procès, etc. Et donc ça c'est le type de biais dont elle parle. Et dans son bouquin, en fait, elle explique comment les algos, on n'était pas encore sur les LLM, c'était en 2016, mais bon, en fait, ils institutionnalisent des discriminations invisibles. Et elle prend par exemple, elle a beaucoup d'exemples, tout ce qui est police prédictive, ce qui est totalement dans le sujet du jour, mais aussi tout ce qui est recrutement automatisé, dont je parlais avant, les notations de crédit, etc. etc. Donc c'est un bouquin que je trouve super intéressant et toujours d'actualité. C'est une bonne illustration du principe code is law. Je ne sais pas si tu connais ce truc-là. Donc le code, c'est la loi. Et qui dit que puisque tu as le code qui tourne, c'est lui qui décide. Voilà. Et ce qui pose des tas de questions avec les IA maintenant, parce qu'on ne sait plus trop ce qui se passe. Elle reproduit, on a justement de plus en plus... Oui, mais elles produisent du code, donc plus personne ne sait comment il tourne vraiment. Ouais. Voilà. Moi, de mon côté, je voulais recommander un article sur un site qui s'appelle Socialterre, et qui s'intitule « Call out, pureté militante, moralisme, petit glossaire des sujets qui fâchent et conflits chez les militants ». Et je trouve le sujet sensible, donc il faut un peu de courage pour parler de ça. Et voilà, je trouve que l'article est intéressant là-dessus et permet de prendre un peu de recul là-dessus parce que des gens qui devraient aller dans le même sens arrivent finalement à se neutraliser les uns les autres et à se tirer dans les pattes à cause d'être trop fixés, trop centrés sur leur sujet. Également parce que les humains sont des humains et être dans le camp du bien ne fait pas automatiquement d'une personne quelqu'un de bien. On peut défendre une cause juste et être un sombre connard. Et se servir de cette cause pour exercer ses talents de salopard. Cela dit, on peut aussi être un salopard totalement convaincu de la justesse de sa cause et tout sincère. à fait. Mais en tout cas, pour les gens qui pourraient aller dans le même sens, je pense que ce point est important et pour moi, ça participe justement de tout ce qu'on essaye de décrire ici avec ces sociétés où les gens se méfient les uns des autres et où on est toujours dans l'excès, etc. C'est également valable, je pense. Cette colère constante est également valable chez des gens qui pourraient être contre le fascisme, ou pour tout un tas de causes qui sont parfaitement légitimes et ce genre de choses. Donc cette lecture de cet article me semble... Ouais, ça rejoint bien le sujet de la semaine dernière en plus. Ouais, il faudra qu'on reparle d'ailleurs à ce sujet pendant qu'on y pense de ta pureté idéologique, Luc. Je pense qu'elle est questionnable. Oui. Mon conseil du soir, c'est un film. Oh, surprise. Obsession. Alors, c'est pas le thriller réalisé en 1976 par De Palma, même si j'en garde un bon souvenir. C'est un petit film d'horreur sorti il y a moins de 2 semaines, le 13 mai en question, et qu'il est encore assez facile de voir en salle. C'est un premier long métrage de Curry Barker, qui est au départ un YouTuber.
Et le principe d'obsession n'a rien de très original en fait. Ça raconte comment un personnage réalise un de ses souhaits les plus chers et se rend compte que en fait c'est terrifiant de réaliser ses souhaits les plus chers. Ici c'est un jeune homme introverti qui utilise un objet magique pour que son ami et collègue, dont il est secrètement amoureux, tombe à son tour désespérément amoureuse de lui. Forcément, son souhait se réalise et forcément, la romance vire au cauchemar. Le film n'est pas avare en effet horrifique, mais il tient surtout grâce à la tension qu'il parvient à installer dans ses scènes. Le caractère imprévisible de la jeune envoûtée rend le film à la fois drôle et très malaisant. L'actrice est incroyable, Inde Navarrete, elle s'appelle. Et en plus donc d'être bien instillé par la mise en scène et le jeu des acteurs, tous excellents. L'intérêt du film, pour moi, c'est que ça enregistre quelque chose de l'époque, en fait. Le personnage principal se pense comme un brave gars, le genre de personne qui a bien intégré qu'il ne faut pas profiter de la faiblesse des femmes qui sont intoxiquées par de l'alcool, etc. Et qui pense vraiment que, en fait, c'est un mec bien. Et en fait, forcément, par égoïsme, par faiblesse et par aveuglement, il va il va créer une situation d'emprise terrifiante, absolue, dans laquelle une jeune fille, en gros, va se retrouver contrainte de l'aimer et pour le coup il y a une morale, ça se retourne violemment contre lui. C'est pas un grand film, ses ambitions sont aussi modestes que son budget, mais il est très efficace. Si vous avez peur d'avoir peur, n'y allez pas. Si vous aimez ça, allez-y. Et sinon, dans tous les cas, c'est pas le film le moins intéressant qu'on peut voir en ce moment dans les salles. Très bien, merci beaucoup Sébastien. Merci beaucoup. Alors, avant d'envoyer le morceau de fin, on rappelle que nous sommes sur Radio Libertaire, notre émission En panne de sens. Donc, nous faisons l'émission en direct tous les 2e et 4e lundis de chaque mois. Donc, la prochaine, ce sera le 8 juin, lundi 8 juin. Vous pouvez donc nous réécouter les podcasts sur le site de la radio, donc radio-libertaire.org. Et nous partageons des articles, notamment pour essayer de préparer un petit peu la prochaine émission, sur Internet, sur un groupe qui s'appelle Je l'ai lu, qui est un groupe du fait divers, donc un réseau libre. Et voilà, je voulais aller par là-bas discuter ou partager des articles, vous êtes les bienvenus. C'est aussi un moyen pour toi, je crois, de prévenir à chaque fois du thème de l'émission suivante. Oui. Qu'on précise également toujours quelques jours avant aussi sur, bien sûr, le site de Radio Libertaire. Ah, oui. Très bien. On va se quitter avec de la musique. Yann, je crois que c'est toi qui proposes ce titre. C'est un morceau de 2017 qui s'appelle, quelle originalité, vu le thème d'aujourd'hui, Snowden. Pourquoi Oui, on se demande pourquoi. Sur un album d'ailleurs qui s'appelle Power Mad Or, alors désolé pour mon accent, Musical Rumination on the Surveillance State. Si je peux faire une petite parenthèse, parce qu'on a un petit peu de temps avant la fin de l'émission. Oui. Parmi les films dont j'ai voulu parler, je pensais à Snowden aussi, justement, qui est, alors pas le film de fiction que je n'ai pas vu, mais qui, paraît-il, est assez mauvais. Tu l'as vu peut-être? Je l'ai vu et c'était... Ouais, non, il était pas bon. Ouais. Ça pour faire du spectacle à la con. Enfin, il te met de l'enjeu là où il n'y en a pas. On fait une sorte de thriller. Et je pense qu'il y avait... Voilà. Et donc, le truc, moi, c'est je vous pouvais parler rapidement, puisqu'on a le temps d'un dernier conseil, et j'adore parler de cinéma. Donc, Laura Poitras, qui est une documentariste, a sorti il y a quelques années, j'ai pas l'année malheureusement sous la main, mais nos auditeurs et auditrices peuvent trouver ça facilement. Donc un documentaire centré sur la figure de Snowden qu'elle avait tourné elle-même. En fait, Snowden l'avait contacté elle ainsi que je crois un journaliste du Guardian et c'était confié à eux dans une chambre d'hôtel. Et donc c'était en fait le film Laura Poitras capte le moment vraiment où Snowden a révélé ses... Oui, parce qu'il avait préparé sa sortie, évidemment. Le fait de faire fuiter les données, etc., tout ça était planifié. Et il avait besoin d'une assurance vie, on va dire, et d'une couverture médiatique, etc., pour pas juste faire un truc dans son coin. Il a besoin aussi de soutien pour qu'il puisse être hébergé, etc. C'est ça. Ah oui, ça a été très préparé. Ouais. Ah ouais. Et donc, justement, ils étaient là pour ça. Et le film est incroyable parce qu'on le voit vraiment au moment, dans les heures ou les jours qui ont suivi son départ. Voilà.
en tant que document, il est incroyable. Ouais. Je pense qu'il faut l'avoir vu. C'est quand même quelque chose d'important dans l'histoire politique et idéologique. C'est les révélations de Snowden, même si ça n'a pas eu autant d'impact qu'on aurait pu l'espérer contre la surveillance d'État. Mais aussi, le film est incroyable parce que ça montre, en fait, pour le coup, c'est un roman, c'est un film d'espionnage réel, en temps réel. Et en fait, on voit ce que traverse cet individu dont on sent qu'il est perclus de contradictions, qu'il est pas sûr de savoir ce qu'il fait. Enfin, en tout cas, il a conscience plutôt du poids de ce qu'il fait et du fait qu'il est en train de couper les ponts avec toute sa vie auparavant. Mais on pourrait faire un parallèle avec le personnage de La vie des autres, parce que Snowden, j'ai lu son bouquin, il a fait une sorte d'autobiographie, et c'est un mec qui, à la base, votait républicain, était un patriote, etc., et qui s'est lancé dans le métier parce que... il y croyait. Il y croyait, les États-Unis, tout ça. Et il est sorti avec une nanette qui était un petit peu délurée, qui était stripteaseuse, etc., et qui lui a, fait changer son point de vue. Et c'est ça qui l'a amené à se dire, mais en fait, nos services secrets sont en réalité en train de trahir les États-Unis et les principes fondateurs des États-Unis. Et c'est pour ça qu'il a fait ce qu'il a fait. Et ouais, en fait, l'amour, ça sauve des vies. Et en fait, peut-être qu'aujourd'hui, il se confierait à une IA et il serait dénoncé. Ah, c'est ça. Voilà, mais c'est effectivement intéressant de voir qu'il était truffé de convictions, et c'est précisément parce qu'il s'est senti trahi dans ses convictions qu'il a fait ça. Oui, tout à fait. Bon, je pense qu'on peut lancer... alors oui, juste pour finir, c'est un morceau de Till Sonic et Radio Addict. C'est quand même bien de citer les auteurs, parce que sinon, c'est pas sympa pour eux. Et j'aimerais bien vous en dire plus, mais en fait, je ne sais absolument rien d'eux, parce que j'ai été tombé sur leur Bandcamp complètement par hasard il y a des années. Et du coup, à part qu'ils ont des comptes sur des réseaux sociaux où ils postent leur musique, je sais rien. Voilà. Mais c'est pas grave, c'est vachement bien. Moi, je pense qu'ils doivent cacher des choses, sinon on trouverait plus de choses sur... S'ils n'avaient rien à se reprocher, ils cacheraient rien. Donc dans 2 semaines, c'est ça ? On se retrouve le 8 juin. Merci. Et merci beaucoup. Salut. Salut. Bonne soirée à tous et à toutes.